Vous savez qu'au début, effectivement, moi, un peu comme toi, hein, j'étais un peu gênée de me lancer. Et je l'ai fait parce que les garçons l'avaient fait avant moi et que j'avais vu Jules grossir assez vite au début, donc ça m'avait donné envie de le faire. J'avais moins ce contact humain avec mes élèves. Et là, au dernier événement, je me suis dit, mais en fait, elles sont là parce qu'elles sont dans l'information, c'est que je gère, c'est que je fais les choses bien. Là, je suis en mode, très bien, t'es aligné avec ce que tu fais, c'est top. Et moi, je connais plein de gens, vraiment, hein, qui me demandent, ouais, comment tu fais, nanana. Moi, je publie, j'ai des très bonnes stats, mais ça ne convertit pas en client. Bah ouais, mais en même temps, mec, si tu travailles pas ton contenu, c'est normal, tu vois. Et juste pour rebondir par rapport à LinkedIn, parce que moi, c'est là où je t'ai connue, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de toi, ta perception de LinkedIn, comment tu utilises les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est quoi ta vision un peu avec LinkedIn? En fait, c'était un peu relié à mon post que j'ai publié d'ailleurs aujourd'hui, sur le fait que je disais qu'il y a tellement plus d'accès à l'information et à l'entrepreneuriat qu'il y a 10-20 ans, qu'il y a de plus en plus de concurrence qui existe. Et donc, la vraie, dans tout cas, différence qui va faire que les clients vont plus aller chez toi qu'aller chez les concurrents, c'est pas ce 0,001 de différence, parce qu'en fait, ça se voit même pas, de produit ou de service. C'est vraiment 3 aspects différents. Le 1, l'humain, évidemment, le fit humain, parce qu'on a aujourd'hui une quête d'authenticité qui est énorme, là où il y a de plus en plus de contenu bullshit sur les réseaux sociaux. Donc l'authenticité n'a jamais été aussi importante en ce moment. De 2, le fait qu'on te voit, parce qu'en fait, si on te voit, c'est juste évident qu'on va plus penser à toi si on veut travailler avec toi, parce qu'on aura par rapport à des besoins que tu as, parce qu'en fait, ton personal branding est une sorte de carte de visite de tes compétences. Les gens voient ça comme, ok, si cette personne écrit des posts qualitatifs et qu'elle a tant d'abonnés, en fait, elle est déjà douée. Je suis déjà convaincue que cette personne est crédible et est forte dans ce qu'elle fait. Donc en fait, tu as ce gage de crédibilité quand tu fais un call avec la personne ou que tu la rencontres. Tu n'es plus là à essayer de tester, à te voir si elle est vraiment bonne. En fait, si tu es là, c'est que tu en es déjà convaincue. Mais ça, tu vois, c'est ce que je trouve ça incroyable, c'est que vous 4, vous êtes 4 associés et tous les 4, vous êtes grave présents sur les réseaux sociaux. C'était parce qu'on a voulu se construire en public, en fait, depuis le début. Ce qui est d'ailleurs aussi peut-être pour ça qu'on a été aussi vite dans tout ce qu'on a fait. Parce que tout ce qu'on faisait, on essayait un maximum de le communiquer dès qu'on avait le temps. Les échecs, les conseils, les recommandations, les choses qu'on a apprises, les bonnes nouvelles. Ça faisait que, en fait, tu goûtes pas, tu grossis plus vite, mais tu avances plus vite. Et surtout aussi, et ça c'est une chose que très peu de gens disent, mais le personal branding, en tout cas pour ceux qui apportent de la vraie valeur ajoutée grâce à leur personal branding, donc ce qui est le cas de très peu de gens qui prennent la parole en public, ils n'ont juste pas le choix de continuellement apprendre des choses et de devenir en fait une éponge à contenu. Parce que si tu dois constamment recommander des choses intéressantes à ta communauté et leur apprendre des choses, tu dois toi-même apprendre des choses. Donc en fait, tu deviens une éponge et donc en fait, tu dois apprendre plus vite du contenu, plus facilement te renseigner, comprendre et assimiler des points de vue, te faire ta propre expertise dessus. Et donc ça fait que non-stop, tu deviens une machine de guerre plus rapidement. Donc ta communauté grossit aussi plus vite parce que non-stop, tu as du contenu intéressant qui monte. Si tu comprends les codes des réseaux sociaux, c'est plus facile de péter. Et mais en fait, je m'en suis rendu compte de ça parce que j'ai commencé à être plus présente sur LinkedIn, là le podcast ou même mes réseaux sociaux, commencé à être invitée sur d'autres podcasts, à des événements, etc. Et en fait, même moi, à un moment donné, j'avais l'impression que je tournais un petit peu autour du pot de mes connaissances à moi, de ce que j'avais appris ces dernières années. Et je me suis dit, en fait, là, faut que je me mette à lire des livres, faut que je me mette à avoir vraiment des concepts à moi. Ouais, c'est dur. Et là, j'ai commencé à prendre du temps vraiment pour apprendre. Parce que j'ai vraiment senti ce fossé de... en fait, j'ai envie de même donner plus, j'ai envie d'avoir plus de réflexion, d'avoir plus de débats. Et c'est vrai qu'on a besoin de tout le temps se renouveler pour apporter de la valeur. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a tellement de gens, il y a tellement de contenu qu'il faut penser juste apporter de la valeur gratuitement. Et c'est ça, au final, qui va te montrer en tant qu'expert. Et que les gens, ils vont venir aussi plus forcément chez toi, quoi. Surtout sur LinkedIn, hein, moi, le nombre de gens, je vois, qui racontent des trucs, je me dis, mais les gars, c'est un réseau social professionnel. Et tu lis des posts LinkedIn, t'as envie de te tirer une balle, quoi. Et en plus, des posts LinkedIn qui font vraiment beaucoup de likes, parce que c'est les codes de la plateforme, etc. Mais je me dis, mais waouh, le like moyen en termes de profil doit pas être des profils... Enfin, moi, j'aurais pas envie que ce genre de gens, je pense, like ce que je fais. C'est des profils avec lesquels tu travailleras jamais, des profils qui t'apportent rien, sur lesquels même toi, tu pourrais pas vraiment leur apporter des choses, parce que c'est très éloigné de ce que tu fais, parce que t'es pas vraiment la cible que tu veux toucher non plus. Il y a des nombres de contenus, mais je me dis, mais ça devrait être interdit de la plateforme, en fait. Parce que de passer de ce pilier de 0 à 1, si tu comprends comment marchent les réseaux sociaux, c'est très facile. Parce que tu peux traiter même des contenus de merde. Si tu sais comment marche un réseau social, tu peux quand même avoir des posts qui marchent et grossir. Par contre, passer du pilier de 1 à 2,
bah, c'est que des gens qui apportent vraiment des contenus avec de la valeur ajoutée, parce que c'est ce qui fait que tu vas grossir plus vite, avec une communauté vraiment intéressante, des profils vraiment pertinents. Et ça, t'en as pas beaucoup de gens qui arrivent. T'as des mecs comme Benoît, des machins, mais ce cap-là, il est plus compliqué à avoir. Mais le 0 à 1 devient de plus en plus facile, parce que les réseaux sociaux sont de plus en plus faciles à comprendre. Ça reste un algorithme, donc dès que t'as compris, bah, en fait, c'est facile. Aujourd'hui, même, n'importe qui dirait, bah ouais, alors, il y a 10 ans, je me suis cassé la jambe, genre, je m'en suis remise de telle et telle manière, aujourd'hui, j'ai monté telle boîte qui fait tel truc et machin, ça fait je sais pas combien de likes, alors en fait, super, mais tu vois ce que je veux dire, c'est too much, on s'en fout, quoi, tu vois, mais enfin... Mais c'est ça qui marche. Bah ouais, mais du coup, il y en a beaucoup plus qui le font, et c'est très bien, moi je suis pour que les gens se lancent, mais il faut pas se lancer pour se lancer. Faut pas se lancer pour raconter de la merde, parce que, en fait, ça n'apporte rien, et ça fait même baisser l'algorithme, parce que l'algorithme, en fait, c'est les gens. Mais si les gens sont habitués à lire du contenu qui est médiocre et qui ne leur apprend rien, ils vont eux-mêmes s'habituer à ça. Donc même LinkedIn va devenir comme TikTok, tu vois. Et là, ça va devenir un problème. Enfin, moi, c'est pour ça que je commence à me dire, putain, mais il y en a qui doivent vraiment arrêter de parler sur LinkedIn, même si je suis pour que les gens prennent la parole, parce que je me dis, mais faut l'apprendre, mais pas pour baisser le niveau intellectuel des gens, et pas pour... Parce que comme l'algo est basé en fonction de ce que les gens like et de ce que les gens commentent, faut pas non plus habituer les gens à des contenus inutiles, tu vois. Faut être... Je sais que je suis assez tact, assez dur, mais... Enfin, tu vois, genre, moi, j'aurais envie... Enfin, même moi, si j'écrivais vraiment des contenus nuls, j'aimerais qu'on me le dise, j'aimerais qu'on me dise, mais là, Sixtine, non, enfin, ça n'apporte rien ce que t'écris. Parce que j'aurais envie vraiment de pouvoir me dire que j'aurais adoré avoir quelqu'un comme moi quand j'étais plus jeune pour pouvoir lire des posts et m'aider à aller plus vite ou comprendre plus des domaines. Pas lire des posts qui sont beaucoup trop inspirationnels, mais dans le mauvais sens du terme, tu vois. Ok. Après, moi, je pense qu'on commence tous aussi quelque part et qu'il y a peut-être cette marge d'apprentissage. Ah non, mais ça, au début, je suis d'accord. Mais vraiment, j'en ai, ça fait 1 ou 2 ans qu'ils postent sur LinkedIn ou d'autres réseaux sociaux. Je vois pas de qui tu parles. Et je pourrais t'en citer plein des gens, je vais pas le faire, mais je pourrais t'en citer plein. Et c'est très bien, et etc. Mais après, c'est ces mêmes gens-là qui vont devoir et qui se plaignent de avoir du mal à faire scaler leur boîte, ils comprennent pas parce qu'ils ont des abonnés, mais ça convertit pas ça convertit pas en clients. Je suis en mode, c'est compliqué, c'est délicat à dire, je suis en même temps, les gars, vu votre contenu, comment tu veux réussir à convaincre n'importe quoi, mais quelqu'un qui, mettons, parle de vidéo ou parle d'un accompagnement pour faire scaler ta boîte plus vite, si tu passes ton temps... Oui, de un, et surtout si tu passes ton temps à mettre du contenu qui explique ton dernier saut en parachute, ton dernier petit event où vous avez bu des bières, et en fait, c'est super. Mais après, tu peux pas te plaindre que du coup, ça ne te rapporte pas des clients parce qu'en fait, ton contenu n'est pas du tout lié à ce que tu fais. Et c'est pour ça que moi, j'ai des potes à l'inverse qui font plein de sujets comme ça, hyper pas de grosse valeur ajoutée, mais en même temps, ils s'en foutent parce qu'ils font ça juste pour être plus connus. Donc en fait, ils s'en foutent vraiment du contenu qu'ils traitent au fond parce que ça n'a pas pour objectif de leur apporter des clients. Donc là, je suis en mode, bah très bien, t'es aligné avec ce que tu fais, c'est top. Et moi, je connais plein de gens, vraiment, qui me demandent, ouais, comment tu fais, nan. Moi, je publie, j'ai des très bonnes stats, mais ça ne convertit pas en clients. Bah ouais, mais enfin, en même temps, mec, si tu travailles pas ton contenu, c'est normal, tu vois, aussi. Et après, moi, c'est ça qui me rend dingue, je suis pour que les gens fassent ce qu'ils veulent, poster un max, vraiment, je suis pour. Mais après, venez pas vous plaindre si les résultats que vous voulez ne sont pas là derrière, parce qu'en fait, il y a aussi souvent ce truc de, faut se remettre en question, et ils ont du mal à le comprendre, parce que comme ils font des bonnes stats, ils sont en mode, bah non, du coup, c'est pas moi le problème, sinon je ferais pas des bonnes stats. Bah si. Et c'est compliqué. Et justement, est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un, juste donner des conseils à quelqu'un qui se lance sur LinkedIn pour pas qu'il fasse ces mêmes erreurs-là? Il faut trouver un fil conducteur, un fil rouge, pour avoir suffisamment de thématiques et de sujets que tu veux traiter autour de ce fil rouge. Et en fait, généralement, il faut quand même que ça soit lié avec les objectifs que tu veux avoir. Est-ce que tu veux avoir plus de visibilité, plus de crédibilité, ou les deux? Mais en fonction de ça, ce ne sera pas forcément le même type de post que tu créeras. Parce que tu sais, c'est la règle de l'entonnoir du tofu, mofu, bofu. Et justement, ces posts un peu superficiels dont je te parle, c'est que des posts tofu, que des posts top of tunnel. C'est pas des posts mofu, des posts bofu, qui sont évidemment, comme c'est la règle de l'entonnoir, qui sont des posts, plus tu vas vers une niche, plus le post est pointu et qualitatif, moins tu feras de statistiques parce qu'il ne pourra pas plaire à tout le monde. Et en fait, les gens généralement qui se plaignent de pas, en tout cas, convertir et qui n'ont pas de bons ROI, c'est parce qu'ils font que des posts tofu et qu'ils ne font pas assez de posts mofu ou de posts bofu. Parce qu'ils sont tellement accros aux likes et aux commentaires, parce que ça crée de la dopamine, donc je peux comprendre, qu'ils ne se disent pas, tiens, pour une fois, je vais faire un post un peu plus qualitatif, plus de valeur ajoutée, ça fera certes moins de likes, moins de commentaires, mais en même temps, les likes et les commentaires que ça fera, ce seront des commentaires beaucoup plus ciblés, beaucoup plus qualitatifs. Et après, du coup, le jour où tu expliques que tu fais tel et tel truc dans ta boîte et que tu essaies de convertir, donc qui sont des posts beau foot, c'est des posts qui ont envie de convertir, bah là, tu auras beaucoup plus de conversion. Parce que les gens auront compris que tu es vraiment bon. Si tu parles tout le temps de posts au fou, c'est normal que ça ne convertisse pas. Sauf que si tu veux juste être visible, fais que des posts au fou, tu t'en fous.
Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend évidemment des stratégies des gens. Mais après, moi, ce que je déteste, c'est des gens qui viennent te voir et qui se plaignent un peu en mode genre ah ouais, mais je comprends pas, nanana, parce qu'en fait, ils refusent de se remettre en question parce que pour eux, ça leur paraît impossible que c'est eux qui aient fauté quelque part. Et je suis en mode putain, mais tu vas pas aller le voir dans la vie si t'es incapable de te remettre en question. Genre, c'est pas grave de pas comprendre un réseau social. Nous-mêmes, on fait encore des erreurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est normal, genre, On juste apprend, on hein. apprend, quoi, tu vois. Mais ces gens qui se remettent jamais en question et qui se plaignent alors que leur contenu n'est pas dingue, je suis en mode ouais, mais enfin, au bout d'un moment, mec, je suis désolée pour toi, mais. C'est comme les mecs, des boîtes qui perdraient tous leurs clients et qui comprennent pas pourquoi. Bah ouais, mais enfin, au bout d'un moment, si tu perds tous tes clients, c'est peut-être que si tu travailles peut-être pas très bien dans ta boîte, tu vois. Enfin, voilà, c'est cette mentalité un peu qui me rend dingue. Je crois que je fais un monologue dessus, alors qu'en fait, on s'en fout un peu, mais bon. Je vois que là, ça te tenait à cœur de nous en C'est la parler. fatigue. Mais bon. Mais tu vois, c'est marrant parce que tu es vraiment ultra présente sur LinkedIn et tu partages du contenu de valeur, tu montes ton actu. Et j'ai l'impression que sur par exemple, Instagram, où moi justement je suis plus présente, bah là tu fais juste Ouais, beaucoup moins. ouais, vitrine. Si t'as moins de clients sur cette plateforme-là. Alors, pas vrai. Alors, oui et non. En fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'au début, je m'étais vraiment lancée sur Insta et j'avais explosé assez vite. Genre, j'avais eu plus de 100 000 abonnés en 6 mois. Ok. Et en fait, quand j'ai atteint le palier des 100 000 abonnés, je me suis dit, bah, tiens, je vais tester LinkedIn. Et en fait, je suis devenue tellement vite accro à LinkedIn. Genre, tu vois, je me suis mise à LinkedIn en novembre dernier, donc j'ai une progression Ok. assez rapide. Que du coup, le temps qu'avant je mettais sur Insta, bah, je l'ai mis sur LinkedIn. Et qu'en fait, dans mon agenda, c'est con, mais m'occuper de mes réseaux sociaux, c'est ma dernière priorité de ma journée. Et donc, en fait, trouver une idée de sujet de réel, faire le réel, le monter, le publier, machin, ça me prend en fait beaucoup plus de temps aujourd'hui que trouver un post, que écrire un post LinkedIn qui me prend vraiment max un quart d'heure. C'est vraiment devenu hyper rapide pour moi d'écrire des posts LinkedIn. Donc, en fait, je publie quasiment plus sur Insta, sauf des cross-posts de podcasts, pardon, ou des découpages de vidéos que j'avais faites, machin. Je ne publie plus parce qu'en fait, juste, j'ai plus le temps de le faire. Pas par manque d'envie, pas par défocus, c'est juste que en fait, c'est pas ma priorité, contrairement à ce que je dois faire dans ma journée. Mais il faut vraiment que je m'y remette, parce que du coup, c'est vrai que c'est devenu beaucoup plus une plateforme Lifestyle. vitrine où je mets beaucoup de stories, je publie un peu moins. Mais il faut que je réactive un peu ça, parce que c'est vrai que j'aimais beaucoup Instagram. Mais c'est vrai que sur LinkedIn, j'ai créé une communauté qui est très différente d'Insta, qui est beaucoup plus présente, beaucoup plus qualitative à mon sens, vu le contenu que je traite, et par rapport à moi, mes priorités et mon business, c'est beaucoup plus qualitatif pour moi. Donc c'est pour ça que j'essaie de mettre plus de temps là-dessus. Mais Insta, effectivement, il faut que j'y remette. Mais c'est compliqué quand t'as pas vraiment d'équipe allouée à ça, de t'occuper de tous tes réseaux sociaux avec en fait juste ta boîte qui doit tourner à côté. C'est juste pas du tout une prio, quoi, tu vois. Et moi, j'ai pas que ça à faire toute la journée, comme toi non plus. Donc en fait, si t'es pas aidé à côté par des gens qui te montrent tes vidéos ou tes machins, bah en fait, t'as pas le réflexe de le faire si t'as pas le temps, en fait. Donc bon. Tout à fait. Moi, c'est vrai que aujourd'hui, je compte beaucoup sur mon personal branding pour justement mettre en avant ma formation. Donc forcément, Tu as j'ai des raison. gens qui m'aident. J'ai plusieurs monteurs. J'ai aussi Margot, ma community manager. Enfin, j'ai vraiment toute une équipe qui m'aide à faire assez de contenu sur les réseaux sociaux parce que c'est là où je peux aller gagner Bien en sûr. visibilité et convertir aussi. Et c'est vrai que de me lancer sur LinkedIn, moi, j'avais trop peur de me lancer sur LinkedIn. Je me disais, waouh, c'est un réseau professionnel. Tu sais, j'avais même peur de commenter au début. Je me disais, je vais être trop familière, ça va pas le faire. Et au final, je me rends compte que c'est une opportunité. Enfin, pour les gens qui s'adressent en B2B, vraiment qui vont chercher des business, je pense que c'est l'endroit où il faut y être. Enfin, je sais pas si c'est parce que maintenant j'y suis que je me rends compte du potentiel, mais avant de me lancer dessus début d'année, pour moi, il y avait pas de... Enfin, c'était pas possible d'avoir des clients dessus ou de gagner en visibilité. Là, je me dis, mais en fait, waouh, depuis que je suis sur LinkedIn, j'ai eu plein de demandes pour des événements, pour des podcasts, ou même de rencontrer de nouvelles personnes. Et en fait, je trouve ça tellement bien et je m'attendais pas à ça que je me dis, waouh. Et j'adore Instagram parce que j'ai commencé avec Insta, j'adore créer du contenu, j'adore tout le contenu vidéo. Mais au final, je commence à me régaler aussi sur LinkedIn, à découvrir cet univers. LinkedIn, c'est monstrueux, c'est une force de frappe. Insta aussi, hein. Insta, je te comprends parce que j'adore ça aussi comme plateforme. Mais c'est vrai que c'est un peu différent, la cible n'est pas la même. LinkedIn, c'est hyper qualitatif comme plateforme en termes de ROI quand tu traites un bon personal branding. Nous, c'est d'ailleurs pour ça qu'on accompagne nos clients sur les réseaux, hein. Bon, maintenant, on fait aussi Insta et TikTok. Donc, on avait surtout commencé par LinkedIn parce qu'on a vu la force de frappe que ça avait ramené sur nous, donc mes associés et moi. On s'est dit, ok, mais il faut absolument qu'on aide les entrepreneurs à le faire parce qu'on sait qu'ils n'ont pas forcément le temps de le faire parce que nous, on l'a bien vécu pour nous. On sait à quel point c'est important de le faire et on sait à quel point ça prend du temps et c'est difficile de le faire. Donc, il faut absolument qu'on fasse une agence pour aider les entrepreneurs à se lancer sur LinkedIn, avec du contenu qualitatif, justement. Et parce que de un, tu progresses plus vite, comme je disais tout à l'heure, parce que à force de voir du contenu des autres, d'écrire, machin, etc. Et surtout, tu as un nombre de potentiels clients, de rencontres, d'opportunités qui est juste hallucinante, en fait.
C'est pour ça que c'est vrai que ça vaut... Les réseaux sociaux, ça change la vie des gens. Hein. Ça, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais c'est dans le bon sens du terme. Il faut faire attention, évidemment, de ne pas soit devenir trop narcissique, soit devenir trop égocentrique, soit devenir hautain. Mais c'est vrai que, à part ça, c'est que du positif. Après, moi, j'ai aussi, en ce moment, j'ai une énorme admiration pour les gens qui, justement, se montrent pas sur les réseaux sociaux, mais qui réussissent. Et il y en a plein, tu vois. Et là, d'être sur Paris, j'ai rencontré pas mal de profils où ces personnes-là, elles ne sont pas sur LinkedIn, elles ne sont pas sur Insta, elles sont nulle part. Et pourtant, elles cartonnent dans leur domaine. Et je me dis, ça, c'est génial. Mais c'est vrai que moi aussi, je suis hyper reconnaissante aujourd'hui d'avoir la visibilité gratuite du coup des réseaux sociaux et de pouvoir faire évoluer mon image et forcément la formation. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, ça a trop de potentiel aujourd'hui. C'est hallucinant. C'est que le début en plus. Hein. C'est sûr. Mais attends, du coup, ce qui me fait rire, c'est que vous, là, dans l'équipe, toi, t'as personne qui s'occupe des réseaux sociaux avec toi. Non, d'ailleurs, on est en train d'embaucher quelqu'un pour s'occuper de nos réseaux. Parce que ça prend trop de temps et que... LinkedIn, ça, je le gérerai toujours moi-même. Parce que c'est un contenu qui est tellement important que je veux toujours avoir la main dessus de A à Z de ce que j'écris. Et surtout, je le fais tellement plus vite que ce serait débile de le déléguer à quelqu'un. En revanche, là où ce que j'aimerais beaucoup déléguer, c'est le montage vidéo de mes vidéos pour Insta et TikTok, parce que c'est ce qui me prend le plus de temps. Parce qu'aujourd'hui, avoir une idée d'un format ou d'un sujet, c'est pareil, c'est facile pour moi. Et pareil, ça, j'aimerais que personne d'autre décide de A pour moi. Donc ça, on peut me suggérer des idées, mais je veux que ça reste quand même mon contenu, parce que je veux pas que ça soit quelqu'un d'autre qui... C'est ton expertise aussi, et je pense que tu connais bien ton audience. C'est ça, et c'est pour ça que je pense que jamais personne ne le fera mieux que toi quand c'est vraiment une expertise qui te tient à cœur, surtout pour le long terme. Il ne faut pas que ça soit quelqu'un d'autre, sinon, au bout d'un moment, si ça t'emmerde les sujets que tu traites, parce que c'est pas toi qui les fais, ça va être compliqué. Surtout pour Instagram, parce que LinkedIn, c'est différent, c'est pas le même objectif. Mais c'est vraiment avoir quelqu'un qui me monte mes vidéos. Parce qu'en vrai, je pourrais en tourner 5 d'affilée pour la semaine, les faire monter à quelqu'un, et là, j'en publierai quasiment tous les jours, tu vois. C'est juste le fait d'avoir ce montage qui est affilié à toutes les autres tâches d'un staff et que j'ai plus le temps. Mais il faut pour ça qu'il faut vraiment qu'on trouve quelqu'un, parce que je sais que c'est hyper important et qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai moins de temps. Ouais. Et d'ailleurs, pour matcher un peu avec le fait que toi comme moi, on doit se mettre en avant sur les réseaux sociaux, on doit se montrer, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se montrer. Ouais. Comment est-ce que toi, tu as travaillé ça ? Et parce que moi, j'ai l'impression que en fait, je l'ai fait juste pour le faire. Et au début, j'étais un peu mal à l'aise. Aujourd'hui, je kiffe. Franchement, j'adore. Ça m'a donné beaucoup de confiance en moi aussi. Et j'ai beaucoup travaillé sur ma confiance en moi. Ne serait-ce que, tu sais, quand on va prendre des photos ou des vidéos, que c'est mon mauvais profil, je suis en mode, non, je me trouve moche. Non, ok, je vais m'accepter. Et en fait, ça a fait, de me mettre sur les réseaux sociaux. Même là, j'ai arrêté d'utiliser les filtres pour moi me sentir mieux. Il y a plein de petits trucs qu'au final, j'ai l'impression que les réseaux sociaux, ça m'a aidé à prendre plus confiance en moi, de montrer. Je contrôle quand même mon image, je fais attention à ce que je mets, mais c'est vrai que se montrer aujourd'hui, je trouve que ça aide énormément, quoi. Complètement d'accord, et c'est vrai que ça donne beaucoup confiance en soi. C'est vrai que pour une femme, c'est plus compliqué, et ça, c'est pas du tout un cliché, mais c'est vrai, et je l'ai vraiment remarqué, pas forcément sur moi, ça va, mais c'est vrai que quand on avait reçu même des femmes au crayon dans les débats, etc., dès que quelqu'un veut les critiquer, tu critiques pas sur les propos, mais tu critiques sur le physique. Et je vois pas le rapport, parce qu'un mec, en fait, tu critiques pas sur le physique. Et donc, c'est vrai que ça, c'était un truc que j'ai jamais vraiment compris le principe. Donc, c'est vrai qu'au début, effectivement, moi, un peu comme toi, j'étais un peu gênée de me lancer. Et je l'ai fait parce que les garçons l'avaient fait avant moi et que j'avais vu Jules grossir assez vite au début. Donc, ça m'avait donné envie de le faire. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais un peu mal à l'aise physiquement, j'étais un peu gênée. En plus, la première vidéo, je crois que j'avais faite, j'avais genre un énorme bouton là, où il y avait un truc qui allait pas du tout. J'étais putain. Et en fait, je m'en foutais, je m'étais lancée. Je m'étais dit, bon, de toute façon, si elle est nulle, c'est pas grave, personne la verra, on s'en fout. Mais après, c'est aussi ce côté crédibilité, en fait. C'est un peu le syndrome de l'imposteur que beaucoup de gens ont. Mais en fait, faut pas l'avoir parce que les gens, en fait, envers qui tu veux te faire valider, ces gens-là, le jour où tu auras réussi, entre guillemets, en tout cas, où tu vas croire que tu auras cette validation d'eux, c'est le jour où tu auras réalisé que en fait, tu n'en as jamais vraiment eu besoin. Et en fait, c'est un peu ce gage de crédibilité, tu le mets où ? C'est-à-dire qu'en fait, plus tu avances dans ta vie, plus tu seras légitime pour certaines personnes et légitime pour d'autres. Et ça, mais que tu aies 1 an ou que tu aies 100 ans. C'est juste que ta barre de crédibilité, légitimité, elle ne s'affilie pas pareil. C'est-à-dire que, ouais, toute ta vie, peut-être tu seras légitime pour un Elon Musk. En fait, aujourd'hui, tu es déjà beaucoup plus légitime que pour certains profils, et en fait, dans 5 ans, tu le seras encore plus, et ainsi de suite. Donc en fait, quand tu te lances, tu l'es déjà pour beaucoup de gens, tu l'es pas pour d'autres, mais 5 ans après, tu le seras pareil, toujours pour beaucoup de gens, toujours pas pour d'autres, mais en fait, ce sera juste plus les mêmes profils. C'est fort ce que tu dis, parce que en gros, moi, je sais que j'ai énormément ce syndrome de l'imposteur.
Et rien que, tu vois, j'organise des événements avec les élèves de ma formation. Et j'avais peur de parler devant les filles parce que je comprenais pas pourquoi j'étais là. Et même quand elles me remercient, je suis en mode, non, merci, félicitations à toi. Moi, j'ai rien fait, j'ai juste été le petit truc qui t'a aidé. Et en fait, je pense que j'ai trop été dans ma bulle à travailler sur mon projet, à essayer de faire grossir le projet pour aider plus de filles, que j'avais moins ce contact humain avec mes élèves. Et là, au dernier événement, je me suis dit, mais en fait, elles sont là parce qu'elles sont dans la formation, c'est que je gère, c'est que je fais les choses bien. Et tu vois, ça m'a pris un peu de temps de switcher ça dans ma tête parce que vraiment, je sais que j'ai un gros syndrome de l'imposteur, je me sens pas légitime et j'en parle aussi beaucoup avec mes proches qui me disent « Mais Justine, qu'est-ce que tu fais ? Tu te rends pas compte ?» Et je me dis en fait, pour moi, j'ai pas encore accompli ce que je veux accomplir pour moi-même. Je comprends. Et du coup, j'ai du mal d'accepter ces choses-là. Et en fait, là, à l'event, je me suis dit « Mais en fait, faut que je profite de ma journée parce que j'ai créé ça et c'est ouf et j'étais trop contente et j'étais super à l'aise, j'ai réussi à prendre la parole devant les filles, j'ai l'impression que j'étais chez moi carrément, c'était mon truc, mais il y a eu un switch dans la tête et j'ai aussi toujours ce truc de me dire j'ai pas envie d'être hautaine. Et j'ai l'impression qu'en France, quand tu dis, tu vois, tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as dit, moi, je sais que j'ai réussi. Et c'est un truc que... J'ai mis du temps, comme toi. C'est dur à dire en France. J'ai mis du temps. C'est dur. C'est la première fois d'ailleurs que je le disais. J'étais en mode, trop fort d'ici. C'est la première fois que je le disais, je le dis pas tout le temps. Et je le pense pas forcément tout le temps, mais c'est vrai que là, je commence un peu à le réaliser et à accepter de le dire parce que aussi, parfois, il faut reconnaître que quand t'as beaucoup bossé, etc., et que tu réalises un peu ce que t'as fait, parce que pendant longtemps, moi j'étais comme toi, j'étais en mode putain, mais pourquoi on me dit bravo, genre, pourquoi on me reconnaît, t'es un peu gênée, d'ailleurs je suis même toujours gênée, hein. Moi quand on a des événements ou quand machin vient me voir, etc., je suis encore un peu mal à l'aise, parce que je suis en mode, en fait c'est tellement chou que je suis gênée moi-même, mais en fait il faut quand même réaliser aussi que c'est pas une honte de dire que t'as réussi, c'est pas un problème de dire que t'as réussi quand tu sais que t'as tellement bossé pour ça, t'as quand même fait beaucoup de sacrifices pour ça, et que si c'est un peu le cas, en tout cas moi, à l'âge que j'ai, j'estime que j'ai réussi, j'aurais jamais pu dans aucun monde rêver en être là où j'en suis en termes de connaissances, en termes d'erreurs commises, en termes d'apprentissage, que là où j'en suis aujourd'hui. Et c'est que le début. Et que c'est que le début, c'est-à-dire que pour moi, dans ma vision des choses, j'ai réussi parce que j'ai appris énormément de choses et j'ai vachement avancé à l'âge que j'ai. T'as d'autres gens qui te diront, ouais, en fait, j'ai réussi parce que je gagne tant d'argent. D'autres gens qui te diront, ouais, j'ai réussi parce que j'ai tant d'abonnés. Moi, j'ai surtout réussi parce que putain, j'ai appris tellement de choses à l'âge que j'ai. J'avance tellement plus vite que la majorité de mes amis parce que j'ai plus bossé qu'elles ou qu'eux et qu'en fait, j'ai appris plus de choses et que j'ai échoué, mais je m'en suis remise. Et en fait, moi, c'est surtout ça mon critère, plus que l'argent ou plus que les abonnés. Parce que ça, en fait, dans 10 ans, j'espère en gagner plus, j'espère avoir plus d'abonnés, j'espère avoir monté un projet qui sera encore plus développé que ça. Mais ce qui me fait dire que j'ai réussi à l'âge que j'ai, c'est toutes les choses que j'ai apprises alors que j'ai que 22 ans. C'est ça qui me fait dire ça, en fait. C'est surtout quand je vois les gens de mon entourage que je me dis, ok, je peux dire que j'ai réussi parce qu'il y a il y a un step tellement gros qui est en train de se créer entre les gens de mon âge et moi que je me dis ok, et c'est pas moi le problème. En fait, c'est limite, je suis un ovni, mais dans le bon sens du terme. Ouais. Et je regretterai jamais d'avoir loupé tant de soirées, des anniversaires, des machins, parce que ça me procure tellement plus de bonheur et de satisfaction personnelle, tout le boulot que j'ai fait et là où j'en suis aujourd'hui, que si je m'étais bourré la gueule tous les soirs pendant les écoles de commerce ou autres, ça m'aurait rien apporté en fait. Et donc c'est des sacrifices qui ont vraiment valu le coup. Pendant longtemps, je suis en mode putain, en fait, j'aurais jamais connu d'année de césure, j'aurais jamais voyagé 6 mois à l'étranger, des trucs que j'aurais adoré connaître. J'aurais jamais été en université, des soirées d'université, j'aurais jamais connu ça. Mais en fait, pendant longtemps, je suis en mode putain, en fait, c'est quand même un truc qui va me manquer. Mais en fait, non. C'est-à-dire que, ok, j'ai l'impression d'être une daronne de 35 ans et tout le monde me dit que je fais 10 fois plus vieille que mon âge et pour l'instant, ça me va très bien. Mais je sais que je fais beaucoup plus vieille que mon âge. Et pendant longtemps, je suis en mode putain, ça fait chier. Et en fait, non. Toi, mon côté positif, il faut accepter que t'as pas la même vie, que t'as bossé, que t'as une vie différente, que bon concours de circonstances aussi, c'est pas de la chance, j'appelle ça un bon concours de circonstances, c'est choper les bonnes opportunités au bon moment. T'en as qui appelleront ça de la chance, moi j'appelle juste le culot d'avoir aussi osé le faire. Donc il faut aussi, faut pas avoir honte de dire que quand t'es fier de toi, tu l'es. Ça c'est un truc, faut pas s'empêcher de le faire en fait. Non, c'est vrai. Et donc c'est pour ça que là je le dis ouvertement, faut qu'on soit fiers de nous, c'est bien, on évolue, on travaille beaucoup, donc c'est aussi pour pouvoir dire ça aussi, tu vois. Et oui, t'as plein de gens qui te détesteront parce que tu réussiras. T'as plein de gens qui te jalouseront. T'as plein de gens qui seront fiers de toi. T'as plein de gens la majorité des gens s'en foutront de ce que tu fais. Mais tant que toi, t'es fier de toi, tu t'en fous en fait du regard des autres. Mais ça, tu vois, le jugement des autres, c'est un truc que moi, je pense que je l'ai eu un chouïa au début.
avant de me lancer sur les réseaux sociaux. Parce que je me suis lancée en 2015 sur Instagram. Je postais des photos de running, de sport et tout. Et j'étais en école de commerce. Et dis-toi, les mecs, ils faisaient des photomontages de moi sur des trucs un peu porno, sur des photos bizarres. Ils se moquaient. Des fois, on mettait sur le projecteur de ma classe. Et en fait, dans ma tête, je me disais, mais je gagnais que des petites centaines d'euros, tu vois, avec ça. Et je me disais, mais ils sont en train de se moquer de moi. Mais eux, tous les week-ends, ils sont en boîte. Ils vont compter sur papa, maman. Ils ont payé leur diplôme. Ils vont rien faire. Et même aujourd'hui, ils font rien. Et je me dis, moi, j'ai cru en moi. J'ai continué à publier du contenu sur Instagram. Aujourd'hui, j'ai pu me lancer d'abord en freelance. Aujourd'hui, créer la formation. Et c'est ces mêmes personnes-là qui reviennent dans mes messages en me disant « Coucou exactement ça va, putain. Tu deviens quoi? C'est trop bien ce que t'as accompli !» Et je me dis « Mais frérot, moi je me souviens de comment tu te comportais avec moi. Je me souviens de toutes les blagues que t'as fait, de tous les trucs que t'as fait. » Et je me dis « Mais c'est n'importe quoi. » Et il y a même des gens, je sais que, tu vois, je me souviens même plus de leur prénom. Je sais qu'il y a des mecs qui m'ont critiqué. Je me suis dit, c'est pas grave, ça passe au-dessus de la tête. Et là, si tu me demandes qui c'était, je sais même pas leur prénom. Parce que ça a fait fioup comme ça et c'était pas des personnes qui allaient me porter vers le haut. Et au final, je suis trop contente de pas mettre... tu vois, c'était un peu relou parce que t'es à l'école, t'as des gens qui se moquent un peu de toi, tu gardes la face. Mais j'avais quand même mon cercle et tout. Enfin, moi, j'ai de la chance, j'avais pas de moquerie. J'étais un peu la déléguée, du coup, tout le monde, m'écoutait et tout. Mais d'un autre côté, il y avait ce truc-là où les gens, ils me disaient, ils se moquaient de moi sur les réseaux. Et aujourd'hui, je suis trop contente de ne pas les avoir écoutés. Hein. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je pars du principe que dans tout grand entrepreneur, tu as souvent une revanche à prendre sur quelque chose. Et moi, ça a été comme toi aussi. On s'est beaucoup moqué de moi quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège, sur mon physique. Okay. Donc en fait, j'avais cette revanche-là à prendre sur la vie. Et après, tu avais aussi d'autres gens pas forcément hyper sympas. C'est l'adolescence. Donc en fait, c'est plus les gens sont mal dans leur peau, plus ils sont méchants avec toi parce qu'ils ont besoin de... avoir l'impression que ça va les rehausser. L'adolescence. Moi, j'avais l'impression que j'étais pas à ma place. Moi, c'est pareil que toi. Surtout qu'en plus, moi, je m'entendais pas avec les gens de mon âge. J'ai mis très longtemps à avoir des amis de mon âge. C'est à partir de la seconde que j'ai vraiment commencé à adorer ça. Parce que j'ai bougé en Suisse, donc c'était top. Mais avant, je détestais ça. Les gens sont méchants avec toi. Et puis moi, j'étais soit pote avec des gens plus âgés, soit pote avec des gens plus jeunes. J'avais pas des potes de mon âge. J'arrivais pas parce qu'en même temps, je parlais de politique. J'avais 11 ans. Donc, on peut te dire, putain, la gosse un peu chelou, quoi, tu vois. J'avais un de mes très bons potes qui s'appelait Thibaut, avec qui je suis toujours très amie. Qui était un de mes seuls vrais amis au collège. Mais le reste, les gens étaient vraiment durs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je les vois pareil revenir, en fait, pareil, je m'en fous. Donc, je suis même pas méchante avec eux, je dis rien, mais je suis en mode. Ça fait plaisir, en fait. Ça fait vraiment plaisir parce que t'as l'impression d'avoir repris ta revanche là-dessus. Et c'est peut-être aussi pour ça que, tu vois, on est très sportifs, qu'on essaie de faire attention à nous. C'est parce que t'as ce truc à pallier de quand t'étais plus jeune, de gens qui sont moqués de toi. Donc, t'as toujours l'impression d'avoir besoin de compenser ça par le sport, le fait de bien s'habiller, de prendre soin de toi. Et en fait, je pense que c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui, on le fait vraiment plus pour nous que pour les gens. Forcément. Mais c'était bien qu'il y ait ce moteur au début qui nous a poussé à aller à la salle, te battre, bien t'habiller, vouloir bien gagner ta vie pour pouvoir bien t'habiller, te maquiller, machin, pour qu'en fait, aujourd'hui, tu le fasses pour toi et pas pour les autres, mais au moins il y a eu ce moteur-là au début qui t'a poussé à le faire, tu vois. Je trouve que c'est important d'avoir des difficultés plus jeunes. C'est ça qui te rend beaucoup plus forte plus tard aussi. Okay. Moi, je l'ai pas vu de cette manière-là. C'était plus, tu vois, quand j'étais à l'école, je me sentais pas moi-même. Genre, j'étais jamais moi-même. J'essayais toujours d'être une personne différente pour coller avec ces personnes-là. Et j'étais tout le temps un peu mal à l'aise. Enfin, je le sentais que j'étais pas moi. Et au final, au fur et à mesure, je me suis... je sais pas, je me suis affirmée en fait. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire moi les choses. Et au final, aujourd'hui, être dans cet esprit un peu entrepreneurial, avoir des gens, tu vois, comme toi autour de moi, on se comprend, tu vois, et je sais qu'on a toujours des conversations intéressantes et je suis moi-même. Et en fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, j'ai envie d'être moi-même avec tous les gens que je rencontre. Et je sais que maintenant, en fait, je me suis tellement mise sur moi en tant que personne, avec les gens qui m'entourent, être bien entourée, bien faire mon business, que là, après, je me suis dit, ok, j'ai ces aspects-là de ma vie qui sont genre bien, je suis fière de les avoir autant optimisés, améliorés, surtout mon business, que je me suis dit, maintenant, on va prendre soin de moi, on va aller au sport, on va bien manger. Et au final, c'est un cercle, tu vois, je le vois dans mon business. La régularité que j'ai, la discipline que j'ai, c'est la même que je mets dans le sport. Et au final, même des fois, j'ai pas envie d'aller au sport, j'y vais quand même. Des fois, j'ai pas forcément envie de travailler, j'y vais quand même. Et il y a plein de trucs où je me suis forcée vraiment une discipline dans le sport et ça m'aide de fou
sur le business. Et je suis trop contente d'avoir ce cadre de vie et je me dis, mais ça sert à quoi d'avoir des sous? Ça sert à quoi de voir le succès si j'ai pas la santé derrière? Et c'est ça que là, j'ai envie d'optimiser. Je suis d'accord. Le sport, c'est un truc, les gens n'en parlent pas assez, mais dans l'entrepreneuriat, c'est d'ailleurs dans tout type de boulot, hein, mais dans l'entrepreneuriat, c'est hyper important le sport parce que ça te forge comme tu dis, une discipline et une rigueur. Parce qu'en fait, surtout un mental, en fait, parce qu'il y a des jours, comme tu dis, t'as aucune... Moi, j'y suis allée ce matin, je suis rentrée hier soir très tard de l'aéroport, j'étais à l'étranger, j'ai dû m'endormir vers 1h30, bah, en fait, je me suis levée hyper tôt pour aller au sport ce matin avant de travailler, et en fait... voilà, t'as ton énergie pour la journée, t'es fière de toi. C'est ça, et en fait, après, t'as un tel soulagement, et donc même quand t'as pas envie d'aider parce que t'es crevé, ou que t'as des courbatures, ou qu'importe, faut pas forcer, hein, faut pas se blesser, évidemment, mais c'est très bon parce que... Après, quand t'as des trucs relous à faire au boulot ou des événements, des trucs à faire que ça te fait chier, bah, c'était, je pense, tellement pire psychologiquement d'aller faire ton sport quand t'avais aucune envie de le faire que du coup, c'est plus facile après de faire les autres trucs. J'avoue, moi, je suis trop contente d'avoir le sport. Même hier, tu vois, j'avais pas envie d'aller m'entraîner. Ça faisait En fait, depuis que je suis arrivée à Paris, il se passe tellement de trucs que j'arrive pas à tout faire. Et je te l'ai dit, j'ai mis un créneau sport là. Personne touche mon créneau sport. Parce qu'en fait, le sport, ça me rend tellement heureuse. Ça me donne tellement de motivation, tellement d'énergie même pour ma journée. Je mange bien. Enfin, tu sais, c'est tout un truc, une sphère positive. Que là, j'étais vraiment en mode, vas-y, je vais aller au sport. Et en fait, ça m'a donné de l'énergie pour toute ma journée. Ça m'a rendue heureuse. J'étais en mode, ça y est, j'ai accompli quelque chose. Ouais, je comprends. Et là, je suis vraiment dans mon truc où je sais que là, le business, le sport, enfin, tout se complète, ma vie perso. Et c'est ça que je trouve bien... de pouvoir jouer sur tous ces petits aspects-là et de me dire, ok, je vais devenir une femme plus complète parce que j'ai tout ça qui est bien et que je suis trop heureuse aujourd'hui. Ouais, c'est l'équilibre. Faut le trouver, hein. On met du temps à le trouver. Hein. Putain. Mais c'est important. Ouais. C'est important, mais ça, c'est l'organisation qui aide à ça, hein, surtout, je pense. Comment tu t'organises, toi? Comment je m'organise? J'essaie de... Alors, en fait, je mets tout dans mon agenda. C'est mon instant de vérité. Si c'est pas dans mon agenda, j'oublie le truc. T'as mis les séances de sport, là? Ah, mais je les mets dans mon agenda. C'est obligatoire. Non, généralement, j'essaie de prioriser les priorités à faire, les tâches à faire dans la journée. Et après, surtout que moi, je me mets une to-do par jour et je dois la faire avant de terminer ma journée. Et si je la fais pas parce que j'ai une urgence ou autre, j'essaie de trouver un autre moment pour la faire, mais j'essaie vraiment d'être hyper organisée le plus possible avec, tu sais, t'as des applis comme Notion, t'as mon agenda, surtout je me mets des temps à allouer à chaque tâche à faire, ce qui m'aide beaucoup plus à être carré que de me dire tiens, tout doux au pif. Non, je me mets des temps à chaque fois. Donc comme ça, il y a des tâches que je fais plus vite que d'autres plus longues que d'autres, mais au moins je sais que j'essaie de les faire assez vite, parce que j'ai des tâches en fait, j'ai une timeline de temps, au lieu de me mettre une grosse to-do, et en fait parfois tu peux même un peu procrastiner, parce que comme t'as pas vraiment mis d'horaire, tu peux être un peu plus mou que d'habitude, quoi. Après, chacun a sa méthode. Moi j'ai pas les times comme ça, enfin j'ai des blocs de travail, j'ai ma to-do, et vraiment je me dis ok, ce bloc de travail est dédié à ça. Du coup, je vais faire ma to-do pendant ce temps-là. Et aujourd'hui, au début, j'avais beaucoup de mal à prioriser. En fait, je faisais toutes les tâches qui me demandaient peu de charge mentale. Je faisais ça en prio. Et au final, je me suis dit, mais c'est pas du tout ça, en fait, qu'il faut faire. Et aujourd'hui, je revois tout et je me dis, ok, quelle est la tâche qui va avoir le plus d'influence sur mon chiffre d'affaires, sur mon entreprise, sur vraiment les points clés aujourd'hui de la boîte. Et c'est comme ça que je priorise tout ça. Et après, forcément, il y a toujours plein de projets en cours et j'ai du mal quand j'ai des projets en cours et que c'est pas terminé. J'aime bien quand tout est bouclé. Mais après, pareil, j'ai comme toi l'agenda et tout et je fais super attention à ça. C'est dur. En fait, je trouve ça dur d'avoir un équilibre pro-perso. Je pense qu'aujourd'hui, je l'ai trouvé. Mais des fois, en fait, moi, j'ai du mal de dire non. Et j'ai toujours eu du mal de dire non. Tu me disais, est-ce que ce soir tu veux faire ça? Je te disais, oui, let's go, on va le faire. Est-ce que tu as du temps pour ça? Je disais oui. Et en fait, là, ces derniers temps, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de temps pour voir mes proches, ma famille, mes amis, m'occuper de mon business, m'occuper de moi, le sport. Et du coup, j'ai dû apprendre à dire non, juste dire non, tu sais, aux gens qui vont me demander mon énergie, mon temps, mes ressources. Et au début, c'était dur parce que je me dis, waouh, dire non, c'est dur. Moi, tu sais, je suis très gentille. Et au final, je me suis rendu compte que en disant non, j'aurais orienté juste ces ressources-là vers mes objectifs à moi. Et surtout, en fait, c'était un non, mais c'était un oui pour moi. Et à partir du moment où j'ai switché et que je l'ai vu comme ça, maintenant, j'ai plus facilement, je vais dire plus facilement non, je vais expliquer, mais c'est au début j'étais en mode comment je vais lui dire, je sais pas trop, et là en fait je me dis non, là ma prio c'est moi, c'est mon sport demain à 8h si je veux faire mon sport à 8h, et je réorganise comme ça.
mais j'avais trop du mal au début. Je comprends. Moi, mais même encore aujourd'hui, j'ai parfois encore du mal à dire non parce que j'ai tellement envie de me dire que si j'avais été à la place de la personne, j'aurais tellement aimé qu'on me dise oui que du coup, j'ai du mal à dire non. Faut pas le voir en de fait. l'autre côté, là. Je sais, mais du coup, c'est mon petit côté peut-être un peu trop empathique, mais qui me fait me dire putain, mais à la place de ce jeune-là là, qui a besoin de conseils, si ça avait été moi, j'aurais adoré qu'on puisse me répondre oui. Ou pour un petit podcast où en fait, quand tu le fais, c'est plus pour aider la personne que pour toi-même parce que c'est à ses débuts, donc c'est plus pour lui que pour toi. T'as envie de dire oui parce que t'as envie de le pousser, de le soutenir, et etc. Mais en fait, c'est dur de dire non. Donc parfois, ce que je fais, c'est que j'essaie de pas vraiment dire non. Je leur dis écoutez, pour l'instant, j'ai pas le temps. Ouais. Revenez dans un mois, et si j'ai du temps, peut-être que je le ferai. Bon, généralement, t'as pas forcément plus de temps le mois d'après. Mais parfois, ça m'est arrivé d'avoir plus de temps le mois d'après, ou pas forcément plus de temps, mais je me disais, allez, je vais quand même dire oui, etc. Ou tac, j'arrive à trouver un petit créneau. Donc j'essaie plus parfois de dire, écoutez, plus tard, que de dire vraiment non, parce que parfois je dis vraiment non, mais c'est pareil, je comprends, ça paraît débile, mais putain, c'est pas facile. Je suis d'accord. Mais après, il faut pas le choix. Discipline, ça peut pas te prendre trop de temps si ça te défocus, trop d'énergie. Ça, c'est important. Ouais, on est notre priorité. Faut être rationnel dans le boulot, faut pas être trop émotionnel. Car un truc qui était difficile pour moi, donc je pense pour toi aussi. Et aujourd'hui, je pense que je suis devenue un peu plus rationnelle dans le boulot qu'émotionnelle, mais pendant longtemps, j'étais trop émotionnelle. Il faut pas, parce que c'est là où tu prends des mauvaises décisions, en fait. Dans le boulot, faut être rationnel. Bah, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, moi, mes principales missions, tâches, c'est prendre des décisions. Et je me suis rendu compte que si j'avais trop de charge mentale, j'arrivais pas à prendre de décisions. Et au final, c'est vraiment mon job de dire aux gens, tu vois, suivre leurs projets, prendre des décisions, être actif derrière eux. Et j'étais tellement... vraiment, j'avais la tête, c'était un brouillard, là, il y a pas longtemps. Et j'arrivais plus du tout à prendre de décisions. Et je me suis dit, là, ça va pas. Faut refocus bien. Ouais, faire un break. Bien me remettre mes temps. Essayer d'arrêter de dire oui à tout le monde, d'être partout. Que ce soit, pareil, pour des invitations, pour voir mes potes, ou même pour des trucs pro. Je me suis dit, là, c'est moi. Là, c'est moi qui vais passer en première. Et j'ai pris du temps avant de me dire qu'il fallait que je pouvais pas, en fait... donner de l'attention à tout le monde. Et maintenant, j'essaie de prioriser, et ça a un peu changé ma vie. Tu m'étonnes. Et dire non aussi. Tu m'étonnes. Bon, je crois qu'on a abordé pas mal de sujets. Je veux dire, c'est une belle manière de finir le podcast. Ouais, je suis trop contente. Je suis trop contente de t'avoir reçue. Moi aussi. Comme deuxième invitée, je pouvais pas avoir mieux que toi. Donc, trop contente. J'ai une dernière question à te poser dans le thème du podcast. C'est pour toi, qu'est-ce que c'est une girl boss et on pourra terminer là-dessus. C'est une très bonne question. Pour moi, c'est une femme qui arrive à la fois à prendre soin d'elle, à réussir sa carrière professionnelle en s'épanouissant dedans, et à également réussir à avoir une vie privée. C'est le fait de lier les trois en même temps. Voilà, prendre soin de soi, un boulot dans lequel tu t'épanouis et une vie privée qui fleurit également. Trop bien. Merci Sixtine. Merci à toi. Merci à vous qui avez écouté cet épisode. Si vous l'écoutez sur Spotify ou Apple Podcast, sachez que vous pouvez aussi regarder la vidéo sur YouTube. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao.